Bonjour, moi c'est Audrey. Bonjour, moi c'est Laure. Combien de fois avez-vous pensé « j'en ai marre de mon job » ? Combien de fois l'avez-vous dit ? Nous, on l'a entendu plein de fois. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter ces personnes qui ont franchi le cap, celles et ceux qui ont entamé une reconversion professionnelle. Pourquoi ? Comment ? Combien ? C'est ce qu'on a voulu savoir. Ici, vous entendrez des histoires de reconversion. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Nathan, j'ai fait un parcours dans la restauration gastronomique et il y a 2 ans, je suis devenu entrepreneur à mission et je vais vous raconter mon histoire. Bonjour Nathan. Bonjour Laurie et Audrey. On est très contente de te recevoir aujourd'hui sur notre podcast J'en ai marre, histoire de reconversion. Alors toi Nathan, le fil conducteur de ta vie pro en tout cas, peut-être perso, mais tu nous diras, c'est la cuisine au départ dans la restauration et puis après tu as fait un petit virage vers l'entrepreneuriat et c'est le sujet du jour. Comment vas-tu ? Je vais bien, j'ai un petit peu le trac parce que c'est pas un exercice auquel on se prête tous les jours de se laisser interviewer dans un podcast, mais ça va très bien. Merci d'être venu jusqu'à nous parce que quand même tu viens de Bretagne exprès pour nous rencontrer. Donc merci beaucoup. Et alors la traditionnelle question, c'est toujours, on commence toujours par l'enfance. Donc quand tu étais petit, est-ce qu'il y avait déjà la cuisine ? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de faire quand tu serais grand comme métier ? Non, justement, la cuisine, c'était pas forcément quelque chose qui m'est tombé dessus avec une illumination dès le départ. Durant l'enfance, j'ai souhaité à différents moments faire plusieurs métiers. J'ai souhaité commencer par devenir écrivain ou poète. J'aimais beaucoup écrire des petites histoires, etc., être dans mon monde antérieur. Et puis, au fur et à mesure du temps, ça a changé. J'ai souhaité devenir professeur d'histoire géo parce que ça me passionnait comme matière à l'école, pouvoir connaître un petit peu son passé, sa culture. Et puis, j'ai aussi souhaité, alors c'est un petit peu atypique dans toutes ces idées de métier, mais j'ai aussi souhaité devenir chauffeur routier à un moment donné. Je collectionnais les revues des gros camions américains, j'avais des posters de Peterbilt 389 dans ma chambre, un petit peu partout, des gros camions rutilants et plein de couleurs. Et je me disais, partir sur la route et puis voir du paysage, ça me bottait bien. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. La cuisine est arrivée après, Alors, elle est arrivée à quel moment justement la cuisine ? La cuisine, elle est arrivée au moment de choisir mon orientation professionnelle au collège, en classe de 4e, 3e. Bon, si la petite anecdote quand même, c'est que mes parents me disaient que quand j'étais petit et un petit peu dans les premières phrases que j'ai pu articuler correctement, je leur disais quand je serai grand, je vous ferai à manger. Donc peut-être que ça a été, c'était. Il y avait peut-être déjà une petite idée. Voilà, exactement. Et finalement, 4e, 3e, je savais pas exactement et je questionnais tout ça. J'ai fait une première porte ouverte justement dans une école qui formait à devenir chauffeur routier. Je suis monté dans un camion. Je peux voir un petit peu ce que ça faisait d'être un petit peu plus haut que quand on est dans sa voiture. Et puis j'ai fait aussi la porte ouverte du lycée d'hôtellerie-restauration qui faisait partie du même ensemble scolaire que mon collège. Et j'ai fait cette porte ouverte et ça a été un petit peu comme un déclic de pouvoir que on pouvait réaliser quelque chose de très concret, de sensoriel et qui fait plaisir aux gens. Voilà. Et donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est amorcé mon déclic vers la cuisine. Donc 4e, 3e, et ça veut dire qu'après, seconde, là tu t'orientes vers la cuisine ? C'est ça, sortie de 3e, j'ai commencé un bac professionnel cuisine, donc 3 années, à apprendre le métier de cuisinier, sa rigueur dans la technique, mais aussi dans l'organisation, et puis aussi dans tout le patrimoine culturel de recettes du terroir, etc., etc. Et puis pendant ces 3 années, il y a aussi des stages donc, qui permettent aussi de découvrir différents restaurants, styles de restauration et styles de cuisine, et qui m'ont aussi bien nourri. Voilà. Et c'est des stages de combien de temps ? Alors c'est des stages qui varient en fonction de l'année du bac, mais de 1 mois à 2 mois à peu près. Ouais. Donc tu as bien le temps de te rendre compte. Exactement. Ça veut dire que tu es tout jeune parce que tu as 25 ans, mais que finalement tu as déjà presque 10 ans de métier parce que dès l'âge de 15 ans, tu étais dans les cuisines. Exactement. Donc à être pendant ces périodes de stage, donc il y en avait à peu près 2 par année du bac. Et puis aussi en parallèle, je travaillais dans un restaurant à côté de chez moi qui s'appelle La Taupinière, qui a depuis fermé, mais dont je considère le
chef comme mon mentor, donc Guy Guillou, et qui a été pour moi un vrai mentor au niveau de la cuisine parce que c'est avec lui que j'ai appris à fabriquer du beurre maison à la baratte en bois, faire des huiles de langoustine, faire mes premiers filets de poisson aussi. Et c'est un restaurant dans lequel j'ai énormément appris, où j'avais fait un stage justement et où j'ai continué à travailler pendant mes week-ends et mes vacances scolaires parce que en fait je kiffais être vraiment dans le concret quoi, à cuisiner et à être en service avec le coup de feu. Ok, donc peu de repos pendant ces 3 années. Ouais, c'était assez intense, mais parce qu'en fait j'étais passionné par ce que je faisais. C'était un moment très intense parce que autant il y avait l'apprentissage scolaire, mais en même temps je collectionnais les bouquins de cuisine. J'avais toute une bibliothèque entière d'anciennes revues et même des revues un peu cuisine ménagère style Elle Magazine Cuisine, Cyril Lignac, etc. Enfin les trucs un peu de base, mais qui en fait m'ont donné pas mal d'inspiration, d'idées, qui me permettaient de déjà commencer à faire mes premières recettes. Ouais, donc ça occupait tout l'espace. En fait, c'était aussi bien la semaine que tes week-ends. C'était vraiment une passion, la cuisine. J'étais à fond dedans. Et en fait, j'avais envie de me donner parce que c'était une sorte d'objectif à moi-même. J'avais un peu cette idée, un peu peut-être immature à l'époque, mais de vouloir être le meilleur en cuisine. Que ce soit à l'école, il y avait presque une petite compétition qui s'installait quand on était en atelier pratique avec les copains de classe à faire celui qui fait la meilleure présentation, la meilleure idée de recette, etc. Et en fait, cette compétition quand même assez saine, mais elle me boostait, elle me poussait. Et puis rapidement aussi, j'ai développé un rêve qui était celui d'ouvrir mon propre restaurant et d'aller en quête des étoiles au guide Michelin. Ça faisait vraiment un peu mon focus. Ton focus. Et donc justement après donc t'obtiens ton bac cuisine. Oui, c'est ça. Comment ça démarre à ce moment-là? Donc t'as déjà cette idée en tête d'ouvrir ton resto, d'aller chercher des étoiles, et comment tu démarres ta vie professionnelle? J'obtiens mon bac à l'âge de 17 ans et peu de temps avant, j'avais reçu l'invitation d'un de mes anciens chefs chez qui j'avais fait un stage, un restaurant 2 étoiles Michelin dans le Loir-et-Cher. L'invitation de ce chef, Rémi Giraud, pour venir rejoindre l'équipe. Donc j'ai pas eu trop de questions à me poser sur qu'est-ce que je vais faire, dans quel endroit je vais postuler ou autre chose. J'ai suivi l'intuition et la proposition qui m'était faite, surtout que c'était un lieu que j'aimais beaucoup, et donc j'ai rejoint l'équipe de ce restaurant et donc j'ai intégré l'équipe sur un poste qui s'appelle le poste de légumier. Donc, il faut s'imaginer en restaurant, notamment ce restaurant-là, c'est un restaurant 2 étoiles Michelin, mais avec un hôtel aussi 4 étoiles, avec un bistrot, avec un spa, c'est un énorme lieu et une énorme fourmilière. Et donc, combien de personnes en cuisine du coup Eh ben c'est ça. Alors encore que là dans ce restaurant dans ce restaurant-là, c'était pas non plus énorme, mais on était quand même au moins une bonne quinzaine en cuisine. Donc ça représente quand même déjà un bon petit monde. Et donc l'organisation au niveau de la cuisine, elle est organisée par partie. C'est ce qui constitue la brigade de cuisine. Donc la pâtisserie, le poste de la viande, le poste du poisson, le garde-manger qui s'occupe des entrées. Et donc moi j'ai intégré l'équipe à 17 ans sur le poste de légumier. Et donc le légumier, c'est celui qui s'occupe des garnitures. Alors pas que des légumes, mais des garnitures, des farces de viande, des fonds de sauce, etc. Et qui fait partie un peu du poste de la viande et du poisson et qui crée les garnitures de tous les plats. Voilà. Ok, et t'es resté combien de temps du coup dans ce restaurant-là ? J'y ai bossé pendant une année. Okay. Une année qui a été très très intense parce que donc j'ai intégré ce poste-là de légumier et puis je faisais quand même des horaires assez ouf. C'est une énorme amplitude horaire à commencer à 7h et à terminer parfois à 1h du matin le temps que le service se termine et et que le nettoyage de la cuisine a été magnifiquement fait, bien briqué, etc. Donc c'est des amplitudes horaires assez énormes et on coupe pas toujours non plus, surtout quand aussi on a la curiosité et l'envie d'aller explorer un petit peu plus. Et il se trouve que dans cette année, j'ai migré du poste de légumier au poste de chef du garde-manger, donc chef de partie, où j'avais un poste à responsabilité avec déjà des premières personnes à pouvoir gérer et puis aussi déjà un aspect de création. Ça c'était super chouette pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer de pouvoir créer en cuisine et c'était donc mes premiers pas dans la création où j'avais
une carte blanche sur les amuse-bouches, sur les petits salés en apéritif que recevaient les clients avant de commencer les festivités du repas. Et donc c'était pour moi hyper stimulant et je le prenais super à cœur. Et donc c'est pour ça que j'avais du mal à couper aussi sur l'après-midi parce que je voulais faire les choses vraiment parfaitement et etc. Donc je m'y engageais et j'avais une sorte de niaque à pousser les choses. Ouais. Ok, donc comment tu continues ton parcours alors après ça? J'arrive à un moment où j'ai besoin d'aller creuser, explorer autre chose parce que j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, même si j'ai pas fait forcément tous les postes, mais j'y ai participé d'une certaine manière. Et en fait, je suis en recherche d'un autre restaurant dans lequel aller travailler. Et justement, Guy Guillou, mon mentor, chez qui j'ai commencé un petit peu et fait mes premières armes, je discute avec lui parce que je le réappelle souvent pour prendre un peu des nouvelles. Bon, comment ça va, comment va l'équipe, comment ça se passe, est-ce qu'il y a du monde là en ce moment au restaurant? Et au fur et à mesure de la discussion, je lui dis je suis un peu en questionnement là où je travaille. Je commence un petit peu à m'ennuyer. J'ai besoin de prendre aussi d'autres responsabilités, d'évoluer encore un peu plus. Et il me dit j'ai été manger il y a 2 semaines avec Thierry, le chef sommelier de la Taupinière, dans un restaurant du Morbihan. Et c'est super sympa. Tu pourrais peut-être essayer de voir avec le chef. J'ai ses contacts, je te les partage. Tu pourrais peut-être essayer de voir s'il y a quelque chose à faire et si tu peux les rejoindre. Et donc c'est comme ça que je contacte ce chef-là du restaurant dans le Morbihan et que je pars pour ce restaurant. Je déménage du Loir-et-Cher pour aller dans le Morbihan et pour commencer une nouvelle expérience dans un autre restaurant. Étoilé, donc restaurant 1 étoile au guide Michelin, auréolé aussi d'une étoile verte qui récompense les restaurants pour leur éco-responsabilité notamment. Et ça, tu le savais en y allant, qu'il y avait cette étoile verte ou Non, et à vrai dire, en fait, elle avait pas encore été décernée. Elle a été décernée quelques mois après. D'accord. Quelques mois après. Et là, tu y vas avec quel poste? Alors, j'intègre l'équipe en tant que chef de partie. Et en fait, au bout d'un mois, le chef m'a nommé sous-chef parce que le sous-chef, je remplaçais le sous-chef en fait. Donc pendant ce mois-là, j'ai pu prendre un peu mes marques et ouais. Ouais, non, le sous-chef, pardon, je lève le doigt comme si on était à l'école pour te poser une question. Ouais. c'est très très visuel, c'est bien pour un podcast. Le sous-chef, c'est celui qui est l'adjoint. En dessous, ouais. Voilà, c'est l'adjoint du qu'on chef. appelle aussi seconde cuisine. Okay. C'est celui qui seconde C'est le le chef numéro dans deux, ses la opérations. cuisine. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça comme ça. D'accord. Et qui chapeaute. Alors ça, tout dépend aussi de l'effectif de l'équipe de cuisine, mais qui a cette responsabilité de manager les différentes parties qu'il y a dans la cuisine, notamment dans une grande brigade, qui est le supérieur des chefs de partie. Là, j'intègre une équipe qui est un peu plus, disons, à taille humaine et familiale, parce qu'on est 5 en cuisine, donc c'est pas énorme. Non, mais quand même, quel parcours? T'as quoi? T'as 19, 20 ans? J'ai 18 ans, quand je prends ce poste de t'es déjà sous-chef, sous-chef dans un resto étoilé, c'est quand même... Je pense que dans chaque expérience que j'ai faite, j'ai aussi prouvé une certaine motivation, curiosité et rigueur dans mon travail, et qui a fait que les gens, mes chefs, mes patrons m'ont fait confiance pour me donner aussi les responsabilités. Voilà. Ouais, puis même la capacité à manager, parce que ça, à 19 ans, c'est pas 18-19 ans, c'est pas non plus... T'avais des cours de management au lycée? Non, on n'avait pas de cours de management, mais disons que ça se fait un peu de manière naturelle aussi au fur et à mesure. Alors on l'apprend un peu de manière un peu sur le tas et pas forcément très bien. Et d'ailleurs, cette première expérience avec un poste à plus grande responsabilité en tant que sous-chef, elle s'est pas, disons sur cette partie du management, ça s'est pas très bien fait. J'avais de l'immaturité sur le management qui ensuite s'est amélioré dans l'expérience qui a suivi. Mais donc on l'apprend un petit peu sur le tas dans les restaurants, parce que on est de toute façon constamment amené à gérer des nouvelles recrues, parce qu'en fonction des restaurants il peut y avoir un fort taux de turnover, donc il y a de nouvelles personnes qui arrivent, qu'il faut former sur l'organisation, sur les recettes, etc. Et puis on est amené aussi à recevoir dans les équipes des apprentis cuisiniers qui peuvent parfois rester plusieurs années. Donc il y a déjà un petit peu des petites bases de management qu'on peut développer et qu'on peut mettre en pratique. Et donc voilà. Donc ça s'apprend sur le tas un petit peu au départ. J'ai suivi par la suite une formation de management qui m'a un petit peu aidé, mais disons que ça a été plus mon évolution dans le management, plus par une évolution personnelle de comprendre un petit peu, là c'est voilà où c'est un peu plus aligné dans la façon de gérer, quoi.
Bon, et donc cette deuxième expérience dans le resto étoilé, tu y restes combien de temps? 2 ans et demi, 2 ans qui ont été très riches, très très riches. C'est, je pense, l'expérience où je suis resté le plus longtemps. Ah oui. D'ailleurs, 2 ans et demi, et pour autant, c'est pas énorme. Disons qu'il y a eu aussi, on le sait tous, la crise du Covid Ah oui, on était pendant à ce moment-là, temps-là. Ah oui, qui d'accord, a eu cette aussi, période-là. c'est pas voilà, ça en fait partie aussi dans ces 2 ans et demi. Même si le restaurant continuait un petit peu à marcher, mon chef avait eu la super idée d'acheter un camion food truck, donc de le mettre devant le restaurant et donc de proposer une offre en service à emporter avec des trucs un petit peu de la street food, plaisait bien aux gens. Donc continuer un petit peu à travailler, mais moins pendant le Covid. De 2 ans et demi de chouettes années, parce qu'en fait, voilà, j'avais cette responsabilité aussi en tant que sous-chef de cuisine que de participer à la création des menus, et j'avais quand même pas mal d'autonomie, une certaine confiance aussi avec mon chef de l'époque. Donc je crée notamment les menus du jour. Moi, ça me stimulait, ça m'a toujours stimulé que d'avoir cette responsabilité de la création et de pouvoir mettre les idées, de réfléchir, brainstormer autour des paniers de saison, des fruits et légumes qu'il y avait aussi dans le potager, parce qu'il y avait un potager juste en face de la salle du restaurant. Et puis ça a été l'occasion aussi, ça c'est un truc qui m'a beaucoup aussi marqué, c'est j'ai pu mettre en place un protocole de pain au levain dans ce restaurant-là. C'est-à-dire qu'on travaillait avant Covid avec un boulanger de la ville où était le restaurant. Et puis post-Covid, je montrais un petit peu pendant le confinement mes essais de pain au levain. C'était un peu là pendant la folie, super tendance de tout le monde qui se remet à faire du pain au levain, qui redécouvre la magie des micro-organismes, etc. Et moi, c'est vrai que pendant ce confinement, j'ai énormément bossé le sujet du pain de manière très très empirique. Et donc je montrais un petit peu mes photos à mon chef et il m'a dit tiens, ouais, ça peut être sympa qu'on reprenne un petit peu la production en interne du pain au levain qu'on sert à nos clients pour le bistrot et puis l'hôtel et le restaurant étoilé. Et c'est ainsi que je me suis embarqué un petit peu dans ce process de création où il fallait que ce soit adapté à nos horaires de service, aussi chercher des producteurs locaux qui faisaient des farines de terroir sur meule de pierre, bio, avec des valeurs, etc., qui rejoignaient celles de l'identité de cuisine de mon chef. Et puis voilà, ça a été 2 ans où il y a eu pas mal de trucs où je pouvais avoir une certaine part d'autonomie et ça me plaisait beaucoup. Et tu disais tout à l'heure que du coup, au cours des 2 ans et demi, le restaurant a eu une étoile verte. C'est ça, donc c'est aussi là que tu as découvert ce côté éco-responsable, durabilité. Oui et non, ça s'est renforcé, disons, par ça. Parce que j'avais, et j'étais d'ailleurs porteur sur ces idées dans ce restaurant sur l'éco-responsabilité, à essayer de gérer nos excédents, etc., de la meilleure manière possible, dans la sélection de nos fournisseurs, etc. Mais ça s'est renforcé effectivement, parce que mon chef avait une identité aussi à aller vers une cuisine un peu plus saine et responsable. On travaillait avec des producteurs locaux, avec Hélène qui produisait des fleurs comestibles dans un énorme jardin qui était juste magnifique. Elle avait des centaines et des centaines de fleurs comestibles. Moi, ça m'a beaucoup éveillé, disons, ça m'a renforcé ce déclic que j'avais eu déjà quelques mois auparavant, quelques années même auparavant, sur les enjeux écologiques, et qui n'a fait que renforcer mon envie mon envie d'agir pour un bien manger, pour une alimentation qui respecte les gens, la santé des gens, le bien-être des gens, et puis aussi la planète, la biodiversité, le climat. Voilà, donc ça a déjà posé un premier déclic aussi sur ce que je comptais faire aussi par la suite. Ouais. Justement, ce que tu comptais faire par la suite, tu restes un peu plus de 2 ans dans ce restaurant-là. Donc, l'idée d'ouvrir toujours ton restaurant, et tu l'as toujours en tête, cette idée-là, ou comment tu chemines après ? Ça reste toujours un peu comme une sorte de trame, quoi. Disons, au bout de ces 2 ans et demi aussi, en fait, je sens que j'ai fait le tour et je commence vraiment à m'ennuyer, en fait. Et je vais plus forcément avec un grand moral en cuisine, parce que je commence un peu à m'ennuyer. Aussi, au niveau relationnel, ça s'est dégradé un petit peu vers la fin de
de ce parcours dans ce restaurant. Donc j'y vais parfois avec un peu la boule au ventre, etc. Et je me dis en fait, juste j'ai envie de changer à nouveau, j'ai envie d'aller explorer encore d'autres horizons. Et j'ai envie de commencer à poser les premiers pas de ce projet de restaurant que je souhaite toujours avoir. Je suis toujours obnubilé par les étoiles, mais en même temps ça commence à s'estomper. Disons que je pense qu'à ce moment-là, je commence à prendre conscience que c'est plus tant les étoiles Michelin et une notoriété ou quelque chose comme ça qui m'attire, mais plus le fait de donner du sens à mon métier, quoi. Un sens autour de valeurs qui tourne autour de l'éco-responsabilité. Je postule, j'envoie mon CV, ma candidature à plusieurs cabinets de recrutement, des cabinets de chasseurs de tête, etc. en France, et je cherche en fait une poste de chef de cuisine dans un restaurant qui recruterait, un restaurant plutôt gastronomique ou bistronomique. Donc j'envoie. Voilà. C'est quoi la différence entre les deux ? Entre gastronomique et bistronomique? Disons que peut-être il y a un aspect un peu plus bonne franquette, on pourrait dire, dans le bistronomique, un peu plus bonne franquette, mais travailler aussi avec les standards un peu du gastronomique, mais avec malgré tout, ça va peut-être un peu plus à l'essentiel sur le produit, sur la manière de le cuisiner, dans un peu moins peut-être de superflu technique, mais c'est disons une attention un peu plus particulière au produit, mais toujours la bonne franquette, je dirais. La différence entre les deux. Je postule, j'attends de voir un petit peu ce qui retombe, et puis à ce moment-là, je travaille encore dans le restaurant du Morbihan. Mais t'es pas fatigué? Non, pardon, parce que... jeune. Non, mais ok, mais c'est quand même... De parler là maintenant? Non. Non. Mais je me dis, mais c'est quand même des rythmes incroyables, tu vois. Je veux dire, tu fais ton bac, donc en 3 ans, tu travailles tous les week-ends, toutes les vacances, t'enchaînes avec ta vie pro, etc., où c'est quand même des rythmes aussi, et tu dis, vers la fin, je dis aller avec moins d'entrain, un peu avec la boule au ventre, etc. Il n'y a pas un peu de fatigue aussi à ce moment-là? Il n'y a pas... Si, il y a un peu de fatigue parce que aussi, la restauration, c'est un milieu qui est exigeant, et surtout quand on a envie d'évoluer, c'est exigeant parce que c'est des horaires à rallonge. C'est, je me souviens aussi dans ce restaurant, des fois à 2h du matin, j'avais mis en cuisson le lièvre à la royale. Vous voyez ce que c'est peut-être comme plat? C'est Non, alors non. Le lièvre à la royale, c'est en fait on va désosser un lièvre. C'est une préparation, une recette traditionnelle de gibier. Donc on désosse le lièvre et on va mettre une farce à partir de foie gras, de lard de colonnata, etc. On va tout enrouler un petit peu comme une sorte de saucisson qu'on va ficeler et qu'on va cuire dans un gros et bon bouillon de vin rouge très aromatique. Et en fait c'était la première fois que je lançais cette recette et j'y allais avec autonomie, etc. Ce que mon chef m'avait dit, tiens, pour Noël, on pourrait proposer ça sur le menu. Je fais, ouais, je gère. Donc, je sais pas encore comment faire la recette, je l'ai jamais fait. Donc, bref, je me documente par des vidéos, etc. Je vais chercher le maximum de ressources possibles et je lance la préparation, tout ça. Je mets en cuisson, donc, dans le bouillon, dans le four. À 2h du mat. Et en mijoté. Alors, pas à 2h du mat, mais je lance, il doit être à peu près peut-être 23h, etc. Et je suis le seul à être resté en cuisine, comme ça arrivait souvent. Puis je rentre chez moi tranquillement et puis je pense que je me suis mis dans mon lit, c'est à peu près ça, et puis il y a une sorte d'uppercut qui me réveille d'un coup. Mince, mais est-ce que j'ai assez bien saucissonné le machin? Est-ce que le torchon et le film dans lesquels je les ai mis ne sont pas sont assez serrés, etc. Sinon la farce va exploser à l'intérieur et donc demain matin ce sera fichu. Et sachant que c'est une préparation qui coûte cher, il y a du foie gras, il y a du lièvre, il y a du lard de colonnata, etc. J'ai pas intérêt à me louper, quoi. Et sachant que c'est une préparation pour Noël qui arrive bientôt, voilà. Donc je reprends, j'ai les clés du restaurant, etc. Et je repars en cuisine, je sors le lièvre et machin, et je remets. Et donc, oui, effectivement. Et pardon, mais il était bien saucissonné ou pas, le lièvre? Il était bien saucissonné après. Le lendemain, il est sorti, je l'ai mis au frais et je l'ai coupé. Il était magnifique. Non, mais je suis très fier de. Ouais, mais du coup, tu décrochais jamais, en fait. J'étais beaucoup, j'étais je suis passionné et puis investi à faire les choses avec une certaine rigueur et perfectionnisme, quoi. Donc oui, un petit peu de fatigue, mais pour autant, je suis toujours porté à ce moment-là dans ma recherche là après cette expérience-là, je suis toujours porté par la passion et par l'envie d'évoluer et par toujours cette envie de créer mon propre restaurant. Donc je commence à recevoir des propositions pour être chef de cuisine. Je
me déplace. Ça a pu être un petit peu à l'autre bout de la France, en Champagne-Ardenne notamment. Je me vois aller faire dans un château, une sorte de manoir, donc qui recherchait un chef. Je suis allé faire mon entretien là-bas, et puis aussi un testing, c'est-à-dire que j'ai cuisiné. Comment ça se passe, parce que nous on connaît pas. Du coup, c'est pas que des entretiens, il faut faire aussi des essais pour montrer un peu ce qu'on fait. Pas forcément tout le temps, mais là en tout cas, là c'était bien le cas. La directrice du château qui m'avait dit, voilà, vous pourrez préparer un petit plat signature que vous avez. Et donc je suis arrivé sur les lieux. J'ai fait un lièvre à la loyale. Non, mais je suis arrivé sur les lieux, etc. Vraiment avec, par contre, les pétoches, quoi, parce que après coup, je me serais pas senti vraiment dans l'expérience. Mais je crois que sur le moment, je fais tout mon possible pour paraître ok, alors que à l'intérieur, je suis terrorisé. Voilà, l'entretien d'embauche, etc. Oui, sur la gestion, etc. Parce que j'avais pas forcément encore bien c'est des choses qu'on apprend à l'école, mais c'est des choses aussi qu'on apprend sur le terrain et auxquelles j'ai pu être confronté, de la gestion des marchandises, parce que tu gères tout quand t'es chef de cuisine, t'es le patron de la cuisine. Exactement. Exactement. Et bon, il y a encore à ce moment-là quelques défaillances, pas quelques défaillances, mais des choses que t'as pas expérimentées tout simplement, j'imagine. Exactement. Et je fais mine de rien et t'y vas. Et j'y vais et l'entretien se passe, etc. Et donc le testing arrive et je lui fais un plat dont je suis très content et qu'elle adore. Donc c'est très très chouette. Mais finalement ça se fera pas parce que justement au niveau de ces petits points un petit peu de faiblesse sur la gestion globale, ça n'aura pas convenu pour ce poste-là. Peut-être un profil un petit peu plus senior. Ouais, exactement. Mais voilà, ce premier entretien où je me déplace, ensuite je vais je me souviens sur Rennes, et là une cuisine un peu plus bistronomique, et voilà, il y a des propositions pour lesquelles ça marche, et on me dit en fait, ok, venez. Mais il y a quand même beaucoup d'offres dans ce domaine. De chef de cuisine, pas forcément, mais dans la cuisine, oui, c'est le secteur qui recrute le plus aujourd'hui, et qui est le plus qui est le plus en mal aujourd'hui pour trouver du personnel, Ouais, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a des chasseurs de tête dédiés au métier de la cuisine pour justement... Exactement. Et c'est justement... Parce que c'est pénurique, j'imagine. Oui, c'est pour ça que du coup... c'est ça. Qui a besoin aussi sur certains postes clés, dans certains restaurants, justement, besoin d'avoir de personnes ressources pour trouver des bons profils, quoi. Et c'est justement un chasseur de tête qui m'a dégoté l'expérience qui allait suivre, et qui n'était pas en fait ce que je souhaitais à la base, à savoir prendre un poste de chef dans un restaurant pour enfin prendre aussi cette expérience-là de gestion globale d'un restaurant, en tout cas de la cuisine. Et en fait, ce chasseur de tête me propose un poste qui, au niveau des valeurs, botte pas mal. C'est un restaurant dans le Finistère Nord, restaurant étoilé, à nouveau étoilé Michelin, restaurant, spa, fournil, bistrot de la mer, etc. Et il m'explique un petit peu le truc, une grande brigade, des valeurs portées sur l'éco-responsabilité, la fermentation, des choses comme ça. Et moi, ça m'éveille totalement à ce moment-là. Je me dis, ok, c'est peut-être pas le poste de chef que je souhaitais, mais en tout cas, je prends en responsabilité aussi, en tant que sous-chef, par rapport à l'expérience dans le restaurant un petit peu plus à taille humaine et familiale dans lequel j'étais. Et je vais découvrir aussi autre chose de la cuisine saine. Et donc, c'est comme ça que je m'en vais. Okay. Et que je rejoins ce restaurant-là. Finistère Nord, sous-chef. C'est ça. J'ai pris poste dans ce restaurant. Au début, c'était pas forcément évident parce que je me confronte quand même à une équipe beaucoup plus importante et avec aussi le fait d'avoir à faire ses preuves rapidement. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent en cuisine entre le restaurant étoilé gastronomique et le comptoir, qui est le bistrot de l'établissement. Et donc, il faut arriver sur un poste de gestion des parties, etc., qui demande pas mal d'attention, pas mal de techniques aussi. Au départ, c'est pas forcément très évident. C'est pas évident du tout. Qu'est-ce qui est difficile justement ? Ce qui est difficile, c'est d'une certaine manière de prouver que je suis bien là à ma place. À cette époque, j'ai 20 ans. J'ai encore une gueule d'enfant avec des joues, machin, etc. Donc, oui, puis j'imagine qu'en face, tu manages des gens qui sont beaucoup plus âgés que toi. Exactement. Et qui n'ont pas forcément eu le poste non plus.
Aussi, exactement. Mais ça, je commençais déjà à me défaire de ça, de cette peur du regard des autres par rapport à mon âge, parce que dans les anciennes expériences que j'ai pu faire, parce que j'ai travaillé quand même aussi pendant mon bac, etc., dans plusieurs restaurants et pu voir différentes organisations, etc., et pu prendre aussi donc des postes de responsabilité où j'étais déjà amené parfois à gérer, à organiser une petite équipe avec des personnes de peut-être 30 ans d'expérience de plus que moi. Donc même si c'est inconfortable, etc., je commençais à ce moment-là de cette nouvelle expérience à prendre confiance en moi là-dessus. Mais je veux pas dire que c'était pour autant facile. Ouais. Je crois que ma meilleure arme ou mon meilleur outil pendant ce temps-là et ces premiers mois où il a fallu faire ses preuves auprès de l'équipe, c'était de garder le sourire et d'être vraiment dans une sorte de vitalité tous les jours, et même quand il y a des moments où c'était un peu plus malaisant pour moi les situations au niveau management, etc. Je me souviens, j'allais dans l'Economa, donc l'Economa qui est la sorte de grande épicerie du restaurant. Je me prenais un bon souffle, un bon shot d'inspiration. Je tremblais des fois, etc. Mais je voulais pas laisser transparaître les émotions qu'auraient pu desservir justement mon poste et ma place que j'avais. Donc je prenais une grande inspiration et je repartais avec une grosse joie. Et en fait, au fur et à mesure, je l'ai bien senti que ça s'est infusé aussi, que j'avais une sorte de management plus en bienveillance, etc. Et c'est d'ailleurs l'une de mes plus grandes fiertés, c'est mon patron et mon chef qui m'a dit, mais tu apportes un calme à l'équipe, tu apportes une certaine bienveillance, etc. Et c'est vrai que j'avais à cœur de mettre les gens à l'aise, d'avoir une écoute et de pouvoir, de cette manière-là, occuper mes fonctions, quoi. Tu l'avais vécu, toi, cette écoute en étant manager, cette bienveillance ou pas? Parce que il y a aussi cette image de la cuisine avec une organisation très militaire, voire parfois un peu de violence. Il y a des gens qui dénoncent aussi ce qui se passe aussi dans les cuisines avec certains comportements, notamment sexistes ou autres. Une forme de violence en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a toute une nouvelle génération qui a envie de changer ces codes-là, qui a envie justement de faire preuve d'un management bienveillant, etc. Mais toi, t'avais eu quoi comme modèle de management? Je dirais, si je fais un petit peu avec un peu de recul sur les expériences que j'ai pu avoir, un management plutôt classique, mais disons pas militaire au sens, effectivement, ce que tu décris, ça peut être un peu plus ce qu'on retrouve en palace ou autre chose, mais même encore dans d'autres restaurants, ce côté de violence, etc. Mais moi, j'ai eu la chance quand même de tomber toujours mais peut-être parce que aussi j'ai sélectionné les endroits dans lesquels j'allais travailler et de m'informer un petit peu sur comment ça se passait et d'avoir un peu des échos avant d'y aller. Mais j'ai eu la chance de ne jamais tomber sur des gros cons ou grosses connes, pardon, sinon ça va faire vous allez rajouter des bips. Je sais pas, non, pas. Mais j'ai eu la chance quand même de tomber sur des chefs, des patrons et supérieurs, même aussi sur mes premières expériences, qui n'étaient pas dans le cliché justement de la violence, etc., dont on peut entendre parler et dont j'avais aussi des échos par mes copains de classe, etc., qui ont pu faire des expériences dans des restaurants où là ça n'allait pas du tout. Donc je suis reconnaissant de ça, de tomber dans des bons restaurants. Ouais, et puis toi à ton tour aussi de rendre ça. Oui, d'une certaine manière de rendre aussi l'appareil avec ma patte. Avec que tu es toi. Ouais. Okay. Alors, Finistère, ce poste de sous-chef, tout ce volet co-responsabilité là qui te titille, en tout cas que tu aimes. Oui. Comment ça se transforme? On va où là après? Parce que je sens qu'on chemine. Non, on a que 20 ans, quand même. Disons que aussi je suis en questionnement à ce moment-là. En fait, il y a eu une sorte de déclic, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais une sorte de déclic au niveau des enjeux écologiques et aussi au niveau de l'équilibre intérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que pendant le confinement, malgré un petit peu le contexte, moi je l'ai pris un peu comme un cadeau, ce temps-là, cet espace, pour pouvoir se poser et pouvoir découvrir aussi de nouvelles choses, et notamment l'écoute de soi, la méditation de pleine conscience, ces choses-là qui m'ont éveillé aussi à aller rechercher peut-être un alignement différent dans ma carrière pro, et ça m'a beaucoup nourri. Et par rapport à ce premier rêve que j'avais de créer mon restaurant et d'aller en quête des étoiles au guide Michelin, etc., finalement ce truc-là il s'est un petit peu perdu, quoi.
J'avais envie à la fois par rapport à ces valeurs d'éthique et de l'écologie d'œuvrer pour être aligné avec mes valeurs et œuvrer aussi pour être aligné avec qui je suis et comment je fonctionne. Et donc comment ça s'est passé? Donc j'annonce en août de cette année-là à mon chef que je souhaite partir, etc. Bon, donc là, ça faisait quoi? Ça faisait une petite année que tu étais là-bas? Ça faisait une année que j'étais là-bas. Et j'annonce que je souhaite partir, voilà. Je ne sais à ce moment-là pas ce que je veux faire. Oui, donc tu veux partir, mais tu sais pas pourquoi, où, quand, comment? Non. Okay. Non. Alors, je sais que je souhaite entreprendre. Ok. Ça, c'est une chose qui est certaine parce qu'en fait, je me dis aussi que ça m'a toujours animé que de prendre en responsabilité, etc., mais aussi que d'exprimer mon identité dans mes expériences, que d'exprimer quelque chose et d'être autonome sur l'aspect créatif notamment. Et donc, je sais que c'est vers l'entrepreneuriat que je me dirige. Je ne connais à ce moment-là absolument rien de ce monde. Je ne sais encore pas toutes les péripéties qu'il m'arrivera dans ce domaine-là. Mais à ce moment-là, en fait, j'y vais quand même assez avec confiance parce que je me laisse porter par l'intuition. Je démissionne. On le fait sous le format d'un licenciement parce qu'ils voulaient pas la rupture économique, mais pour que je puisse quand même toucher le pôle emploi et avoir une certaine sécurité. Parce que oui, je pars pas sans filet de sécurité et j'ai quand même malgré tout cette possibilité-là qui me rassure un peu. Comment ça se passe les mois qui suivent ma démission? Ça n'a pas été si long avant que je reprenne une activité professionnelle, mais ces mois-là ont été une sorte un peu d'introspection. Je me souviens qu'en septembre, je suis parti faire une semaine de retraite dans un temple bouddhiste. Alors, je ne suis pas bouddhiste, mais j'avais l'envie d'aller rechercher une sorte de recueillement et d'attention intérieure à travers une expérience comme celle-ci, donc dans le plus ancien temple bouddhiste d'Europe qui se trouve en France. Où ça? Dans le Loir-et-Cher, justement. C'était à 5 minutes à peine d'un des restaurants dans lequel j'ai travaillé dans le Loir-et-Cher. Donc je connaissais l'endroit, etc. Et je trouvais, c'est dingue quand même. J'ai vécu là quand même pendant 1 an et plus les expériences de stage, etc. Bon, on dirait un an et demi sans savoir qu'il y avait ça à côté. Bon, voilà, je fais cette expérience-là qui me permet aussi de poser un peu mes pensées. Après, tu parlais tout à l'heure de fatigue, mais je pense que aussi, j'arrivais à un certain moment de fatigue par rapport à la restauration et je me disais, je ne retournerai pas en restauration, quoi. Je veux plus de ce rythme. Oui, mais c'était quoi? C'était un dégoût ou juste envie d'autre, Mais en fait, c'est pour plusieurs raisons. Ouais. C'était autant pour l'envie d'aller créer mes projets, mais aussi je me sentais plus. Je me sentais toujours passionné par la cuisine, mais plus forcément par le cadre de la restauration. Oui, avec le confinement, tu avais quand même un petit peu envie, non, d'avoir plus de temps pour toi, d'espace pour vivre tranquillement. Exactement, et notamment parce que justement pendant le confinement, j'ai pu découvrir que j'avais besoin d'aller nourrir mes curiosités et d'avoir plusieurs activités. Aujourd'hui, je suis passionné par plusieurs domaines et ça me donne du sens que de pouvoir y accorder un petit peu de temps à certaines périodes de vie et c'est ça qui me stimule. Et effectivement, ça a été une prise de conscience pendant le confinement que j'avais besoin, au-delà de la restauration où j'y étais tac, à fond, lagnac, etc. J'avais besoin quand même de ressources à travers d'autres domaines. Et c'est un peu bizarre parce que, quand j'ai commencé la restauration, et notamment à la Taupinière, il y avait quelque chose, je disais, je vais reprendre le restaurant. À la fin, quand vous serez en train de chercher quelqu'un, un chef pour reprendre le restaurant, je serai là. L'équipe me chambrait, c'est le petit chouchou de Guy et il va reprendre le restaurant. Et effectivement, il est arrivé un moment justement où j'étais dans cette transition, dans ces mois de questionnement après mon arrêt de la restauration, où Guy Guillou m'a rappelé pour me proposer le poste de chef du restaurant parce qu'il était à l'aube de la retraite, après 50 ans en autodidacte de ce restaurant, ce qui est une carrière juste exceptionnel parce qu'il est arrivé en autodidacte dans ce restaurant et puis il a géré cette maison pendant 50 ans et il me propose le truc. Dans l'absolu, à l'origine c'était ton dream job. Mais c'est ça, mais carrément pour vous dire, je lui avais même écrit une lettre de 3-4 pages que je lui ai jamais
envoyé, qui était justement avant que je prenne l'expérience dans le Finistère Nord, que je souhaitais lui envoyer pour lui expliquer, ben voilà, je sens qu'il y a quelque chose à faire, je suis attaché à la taupinière, je suis plein d'expérience là-dedans, je sens que il y a la maturité aujourd'hui pour reprendre le restaurant conjointement au départ, et puis voilà, me laisser un petit peu au fur et à mesure les trucs. Et c'est une lettre que je lui ai jamais envoyée, et il se trouve que au bout d'un moment, mais c'était vraiment, bah, comme tu dis, mon truc de rêve, quoi. Le restaurant, il est dans un écrin de verdure, et je me voyais totalement depuis des années, et bah finalement, j'ai dit non. Déjà, tu lui as pas envoyé la lettre. Oui, je lui ai pas envoyé tu lui as pas envoyé la lettre, exactement. Ouais. Mais il t'appelle quand même pour te dire c'est l'heure, tu peux prendre le resto. Exactement. Et là, tu lui dis non. Ouais. Et t'es comment quand tu lui dis non? Tu te sens comment, soulagé finalement? Ouais, bah en fait, je lui explique avec une certaine quand même confiance dans ce que je suis en train d'entreprendre là, que non, c'est plus la voie que je souhaite prendre, quoi. Et c'est ces fameux mois d'introspection où aussi cette année-là, je me suis découvert quelque chose aussi qui a continué à me nourrir et qui aujourd'hui continue à me nourrir et qui a servi mon introspection. C'est le fait de partir en nature à la Belle Étoile avec mon sac à dos et ma tente, de partir faire des bivouacs. En fait, il se trouve que cette même année-là, j'ai fait mon premier bivouac dans la neige en partant dans les Alpes pendant mes congés annuels dans le restaurant où je travaillais. Donc voilà, je commençais à m'éveiller à la nature en fait d'une manière un petit peu différente. Bah c'est aujourd'hui quelque chose qui me ressource énormément. Et donc pendant ces mois d'introspection, suite à ma démission de la restauration, eh ben je vais sur les côtes bretonnes, je vais dans les monts d'Arrée qui sont, pour ceux qui connaissent pas forcément la Bretagne, mais le point culminant, les petites montagnes qui culminent à 389 mètres en Bretagne. Je vais voilà me ressourcer au contact de la nature, dans le silence ou plutôt dans la vie de ce qui m'entoure et ça m'aide en fait pendant ces mois-là à faire maturer aussi le prochain projet qui arrivera. Ça m'aide à me retrouver, à comprendre un petit peu ce dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, tu as quand même déjà des petites idées? À ce moment-là, c'est encore le chaos total, le brouillard. Et en fait, je commence à me renseigner pour me faire accompagner sur la suite. Je cherche sur Internet et qu'est-ce qui est à disposition. J'entends parler du bilan de compétences, chose que je n'avais encore pour l'instant pas eu à réfléchir. Il y a quelque chose qui me parle énormément, sur lequel je tombe, qui s'appelle le programme Chance. Et le programme Chance, c'est une sorte de bilan de compétences avec coaching. Je vous vois sourire. Oui, parce que moi je l'ai fait et parce que Sarah, qu'on a eu dans l'épisode 8, Sarah venait aussi de Chance. Moi, ça a été un bon déclic et un bon boost. Donc, pour expliquer un petit peu comment se passe ce programme-là, c'est un programme en 3 mois pendant lesquels on a une sorte de bilan de compétences, mais on est à la fois en auto-coaching, derrière des petits exercices, des tests, etc. Et autant, on est aussi accompagné avec un coach en visioconférence et donc qui nous guide pendant notre cheminement et notre introspection professionnelle et personnelle aussi par la même occasion. C'est un bilan de compétences. Le programme Chance, donc il appelle le programme Chance, mais c'est quand même un bilan de compétences. Donc ça répond à des exigences du code du travail avec les phases d'introduction, d'introspection, etc., de conclusion. Donc ça respecte le cadre. Oui, tout à fait. Le cadre du bilan de compétences qui est réglementaire, puisque c'est un des outils qui peut être financé par le CPF, compte personnel de formation. Oui. Encore, à l'heure où on parle aujourd'hui, 10 novembre, c'est encore financé par le CPF, mais peut-être bientôt, ça ne le sera plus. Voilà, il y a des grandes discussions là-dessus. Donc voilà, donc c'est très réglementé, effectivement, après, avec un accompagnement, avec une phase, effectivement, d'introspection. Un coach. Et l'idée, c'est de dessiner un projet d'évolution professionnelle. Et Chance, en fait, ils font tout en distanciel, là où d'autres proposent des versions hybrides, des versions présentielles, etc. Voilà. Comme ça, t'as super bien résumé pour l'audience. Et moi, ce qui me touche aussi dans leur démarche aussi, c'est les valeurs qu'ils portent, avec cette phrase un petit peu clé, que votre passé ne dicte pas votre futur, qui me parle énormément à ce moment-là. Je sais plus si c'est posé dans leur statut, mais je crois qu'ils se définissent comme entreprise à mission. En tout cas, ils ont l'agrément ESUS, entreprise d'utilité sociale, où j'ai plus exactement le définitif du sigle. Mais moi, ce qui me parle, c'est les valeurs aussi qu'il y a derrière, quoi. Et donc, ce programme-là va m'aider à lancer le projet qui suivra. Donc ça, pardon, je te coupe, mais ça t'aide vraiment à structurer ta réflexion. Tu sais que tu es dans un moment de chaos, donc c'est vraiment l'outil là qui t'aide à structurer ta réflexion et à sortir avec un projet, un plan d'action, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Okay. Alors, même si au terme de ce programme, je suis pas encore sûr de ce que je vais lancer est vraiment ce qui m'animera sur les prochaines années. Mais il me donne, ce programme, un coup de pied
et une sorte de vas-y bouge, commence à agir parce que je vais pas rester dans la réflexion, dans le brouillard pendant des mois et des mois. Au bout d'un moment, il faut se lancer. Et puis aussi, j'étais dans une période où malgré tout, ça me faisait du mal que de ne rien faire. Enfin, d'une certaine manière, j'étais pas en train de rien faire. Je me ressourçais à travers la lecture, à travers la méditation, les bivouacs, à travers mes activités, etc. Et j'étais dans cette introspection, donc ça me donnait quand même de la matière, ça me nourrissait. Par contre, j'avais l'impression de plus être acteur dans la société. J'avais l'impression j'avais besoin de retourner au concret. Et donc c'est pour ça que en janvier, qui s'est passé de septembre à décembre, septembre, 4 mois, 4-5 mois, c'est pas non plus énorme, hein. J'ai pas fait une année de... Non. Et puis t'avais eu un rythme quand même effréné avant, donc se poser un peu, c'était pas non plus un luxe. Oui. Puis ralentir aussi, ces moments aussi où, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, on ne fait rien, c'est-à-dire, on ne fait rien, tu vois, comme on est conditionné, ou en tout cas on n'a pas d'activité professionnelle. Ouais. Et la plupart des gens ont du mal à l'accepter, en fait, en se disant, mais je ralentis, je fais autre chose, mais ce autre chose, ce temps que je me donne, nourrit ma réflexion aussi. Ouais. Ça te ressource aussi, ça t'alimente, et puis pour partir après sur autre chose. Mais quand on décide comme ça, dans des moments, d'avoir des moments de transition, de se dire, ce que j'ai fait avant, je le referai plus parce que ça me correspond plus. Je veux dire, se prendre 3 mois dans une vie pour partir sur autre chose, avec pour objectif d'être aligné avec ses valeurs, ma foi, 3 mois, ça me semble si peu et tellement essentiel à la fois. Ouais, je le voyais pas comme ça au départ. C'était vraiment plus l'impression effectivement de malaise, quoi. Et avec du recul aujourd'hui, je me dis mais c'est tellement important. C'est ce concept du vide fertile. Je l'ai appris ce concept-là. C'est Mathieu Dardaillon, le fondateur de Ticket for Change, qui accompagne les entrepreneurs sur une sorte d'incubateur pour entrepreneurs à impact, qui dans son dernier livre justement Anti-Chaos développe un peu ce concept du vide fertile qui la jachère, justement nous apporte tellement de ressources en mettant un peu notre rythme au repos. C'est vraiment un temps de jachère, hein. Je vais pas faire des métaphores agricoles un peu vaseuses, mais c'est quand même de la jachère. On se pose et puis après c'est pas beau ce que je dis, Audrey, moi avec des grosses gens qui sont de jachère. Et donc pendant ce temps de jachère domestique... Oui, parce qu'on peut l'associer différemment. Mais... Quand même, tu sais toujours que ça restera dans la cuisine. Moi, à ce moment-là, je suis toujours passionné par la cuisine, ouais. Ah ouais, et de toute façon, je le suis encore toujours aujourd'hui. La cuisine et l'alimentation de manière générale, quoi. Durant toutes mes expériences, etc., j'avais la curiosité d'aller voir dans les autres, disons, axes de l'alimentation. Ça peut être autant la pâtisserie, la chocolaterie, etc., mais ça peut être aussi la fermentation, la chimie culinaire, la notion de santé par l'alimentation, justement l'alimentation et l'empreinte qu'elle peut avoir sur la biodiversité et le climat. L'alimentation me passionne. Comment on se nourrit, comment on fait pour nourrir tout le monde sur cette planète, ça me passionne. Ouais. Alors. À quel moment, du coup, tout fait tilt à quel moment tout fait tilt? Le programme de coaching passe et j'ai réussi à définir à travers ce programme mes valeurs, mes moteurs et un petit peu mes phrases boussoles qui sont, ils appellent ça l'étoile du Nord dans le programme Chance, qui sert de fil conducteur et de dire, ça ne donne pas forcément un cahier des charges très précis, mais ça donne un sens, un cap, une boussole, quoi. Donc, je sais plus comment je l'ai défini, mais en tout cas, les mots qui revenaient et les moteurs qui revenaient, c'était de transmettre, d'inspirer, d'agir pour une alimentation saine et durable. Je lance mon projet de création d'entreprise, entreprise qui s'appellera Sourced. Pour l'explication, Sourced, parce que source est la racine grammaticale du vieux français suri qui signifie effervescence de saveurs fermentées, et CED, c'est le sigle de cuisine éthique et durable. Voilà comment je construis un peu le nom de ma boîte. Et donc je lance, à ce moment-là, je suis, on pourrait dire, porteur de projet, et ce n'est que 6 mois plus tard, je lancerai l'activité. Et il aura fallu que je passe par une activité professionnelle avant de m'immatriculer, de créer formellement l'entreprise. Et donc je passerai dans un centre de formation en tant que formateur pour adultes, pour animer des formations et être référent pédagogique d'adultes en reconversion, justement, qui se trouve aussi un petit peu finalement dans le parcours dans lequel je suis, reconversion ou plutôt de transition, qui me nourrit énormément et qui aussi me nourrit sur l'aspect retourner au concret, ce dont j'avais besoin par rapport à ce fameux malaise, mais qui me nourrit aussi parce que je suis déjà
déjà un pied dans la transmission, puisque c'est le quotidien en tant que formateur. Donc je suis déjà un pied dans la transmission et je commence à découvrir le secteur de la formation professionnelle avec tous ces oui, ça t'avais jamais fait dans ton parcours très riche. Ouais. Ça c'est quelque chose que t'avais pas encore fait. Non, alors transmettre, oui, et c'était déjà quelque chose qui m'animait en fait de transmettre, et c'est pour ça que je l'avais défini comme l'un de mes moteurs, parce que transmettre, c'était dans les équipes de restaurants aux nouvelles recrues, etc. Oui, quand tu disais que tu accueillais des apprentis, c'est que ça. Tu formais les nouveaux venus, donc. Exactement, et transmettre par les réseaux sociaux, parce que j'animais un compte sur Instagram où je partageais des recettes, où je partageais des petits tutos. Salut les loulous, genre Salut la commu. Voilà. mais en fait, voilà, et ça fait d'ailleurs partie de mon ikigai, comme je l'ai défini aujourd'hui, de transmettre. Tu lances ton entreprise, qui s'appelle Sourced. Et donc, qu'est-ce que tu fais dans cette entreprise ? Je lance l'activité, sur le constat de comment faire en sorte que notre alimentation au quotidien, pour les particuliers, mais aussi dans la dimension pro, comment faire en sorte que on ait accès à une nourriture un petit peu plus de qualité, et par quels moyens, à travers quelles recettes, etc. On peut amorcer une sorte de transition écologique à travers son alimentation. Parce que, en fait, je pars du constat que notre alimentation, c'est un quart de notre empreinte carbone, mais que c'est aussi dans notre empreinte carbone, qui représente en moyenne 10 tonnes par personne et par an, c'est l'une des manières les plus, je trouve, sexy, accessible pour agir à son échelle personnelle, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, que de se nourrir. Voilà, on mange au moins normalement une fois par jour, et c'est aussi quelque chose qui nous rassemble tous, qui nous fait du bien, et que quand on regarde justement par rapport à son empreinte carbone sur un peu les clés de transition, je trouve que c'est un petit peu la porte d'entrée pour agir facilement et de manière accessible. Parce que quand on nous dit oui, le logement, etc., ça a telle empreinte, etc., c'est pas forcément les choses les plus actionnables, et les plus faciles à changer. On n'est pas forcément tous propriétaires de notre logement, on n'est pas, voilà. Et puis il y a des choses aussi pour lesquelles on n'est pas, on paye une sorte d'impôt carbone à travers juste notre vie en société dans cette fameuse empreinte carbone. Mais par contre, l'alimentation, on peut avoir un vrai, et sans forcément de grosses complications, réussir à amorcer une transition qui fasse en sorte que notre alimentation soit à la fois meilleure pour nous et aussi pour la planète, pour la biodiversité, pour le climat. Donc je pars de ce constat-là, et donc je lance Sourced. Je me donne la mission d'accompagner les professionnels de la restauration à améliorer leurs pratiques au niveau de l'alimentation et des recettes, et des pratiques pro, et puis de les former sur les techniques justement de bon sens, les savoir-faire de l'alimentation qui sont intéressantes pour une alimentation plus saine et durable, à savoir la fermentation, la cuisine du végétal, la cuisine végétarienne. Et puis au niveau des particuliers, donc je me donne la mission de vraiment faire passer du bon temps aux gens à travers des ateliers culinaires, et en même temps de se former à la cuisine végétarienne notamment. Et là, du coup, c'est des particuliers ou c'est aussi des entreprises qui font des espèces d'ateliers de cohésion d'équipe, du coup, où ils viennent cuisiner avec toi Au départ, comment je lance Sourced, c'est que je définis la vision comme rendre accessible mais aussi désirable la transition vers une alimentation saine et durable. Et au départ, je pars sur un concept d'atelier pour les particuliers à domicile. Donc je me déplace directement chez les gens avec un panier de fruits et légumes, avec produits locaux, avec du matériel sain et éco-responsable. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que j'ai créé l'activité, l'entreprise. C'est une entreprise engagée à deux niveaux, c'est-à-dire autant dans son cœur de mission et aussi dans ses fondations. Parce que j'essaye d'avoir une cohérence, une éthique globale sur le choix de la banque, sur le choix de l'hébergeur de mon site web, sur le choix de mes fournisseurs, à choisir des fournisseurs 100% bio, etc. Ouais, donc tous les aspects de ton entreprise. Dans tous les aspects, exactement. Okay. Et donc au départ, ce sont ces ateliers culinaires pour les particuliers à domicile, avec de la formation professionnelle où je décroche déjà un beau contrat. Et il n'y a pas encore pour les entreprises. Et c'est qu'une année après, c'est-à-dire en
ce début d'année, fin d'année dernière, que j'ai lancé l'offre de team building, donc pour les entreprises du Finistère Nord qui souhaitent faire de la cohésion d'équipe, de la RSE et en même temps passer un bon moment entre équipes autour de la nourriture, de la bonne bouffe. Et tu as une idée de combien de personnes tu as formées en 2 ans ? En 2 ans, ça fait un peu plus de 300 personnes formées à l'alimentation saine et durable. Ok, donc tu as créé ton entreprise. Est-ce que c'était difficile de créer ton entreprise ? Est-ce que tu as été accompagné ? Comment ça s'est passé concrètement ? Eh ben, en fait, j'ai commencé à poser les bases de mon projet et donc de mon entreprise durant cette année où j'étais aussi formateur en centre de formation. Et en octobre, je me souviens très très bien, j'étais à ce moment-là de ce côté-là, en région parisienne, pour un événement où j'avais été invité pour une conférence sur l'alimentation durable justement. Et je me vois encore, on était avec ma copine chez sa famille et je me vois encore m'immatriculer sur le site de l'URSSAF. Oui, c'est ça, de l'INPI, mes premiers identifiants de l'URSSAF, etc. Ouais. Donc voilà comment. Non, je disais ça. En fait, ça se fait assez facilement quand on est en micro-entreprise. Exactement. Du coup, au niveau format, là, t'étais micro-entrepreneur. Exactement. J'ai choisi de me lancer sous le statut de la micro-entreprise pour y aller avec un peu plus de simplicité, de souplesse dans le statut, etc. Exactement. Et les difficultés, c'est quoi, toi ? Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi pendant ce processus de reconversion ? Parce que ça reste fil conducteur la cuisine, certes, mais là tu changes complètement d'activité. T'es plus du tout salarié, t'es chef d'entreprise, tu vas chercher des clients, etc. C'était quoi les vraies difficultés ? Les vraies difficultés, les principaux défis que j'ai eu et que j'ai rencontrés au départ, c'était d'investir chaque casquette que représente le métier d'entrepreneur, parce qu'en fait, on peut le considérer comme un métier à part entière, être entrepreneur. Et c'est découvrir donc différents domaines, différents secteurs, savoir la communication, la prospection, l'aspect commercial, l'aspect administratif, surtout aussi parce que j'ai lancé donc une activité de formation, donc c'est aussi comprendre les critères de la formation, ce qui a fait aussi que j'ai pu certifier mon activité de formation Calliope. Ça a été l'un de mes principaux défis que d'apprendre en fait qu'est-ce que ça représente que d'être entrepreneur, ce que je n'avais pas encore expérimenté, et c'était génial. Enfin c'est génial. Moi je suis super heureux d'avoir amorcé. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé, du coup, qui t'ont accompagné? Ouais, alors il y a eu un organisme par en fait une sorte de plan de financement de la région qui pour les entrepreneurs, que ce soit en micro ou autre statut, qui permet d'avoir un accompagnement par la BGE, ça s'appelle le Pass Création en Bretagne, et donc qui permet d'être accompagné par un conseiller. Ça vous parle? Je vous vois hocher la tête. Non, mais Sarah a pas parlé de quelque chose de similaire dans l'épisode 8. Je crois qu'elle a parlé effectivement de quelque chose comme ça. En tout cas, Sarah disait effectivement, et tu rejoins un petit peu son propos, si vous souhaitez être accompagné, de se rapprocher de sa région, de son département, de sa mairie, d'associations, etc., on peut trouver oui, du puis support. parfois les réseaux aussi d'entrepreneurs, les garçons, on avait parlé dans l'épisode 6, effectivement. En tout cas, ça m'a donné un bon coup de pied sur le fait que j'étais en train de prendre trop de temps, peaufiner mon projet, etc. Avant de m'y matriculer, j'étais en train de... Tu voulais que ça soit parfait. Voilà, je voulais que ce soit parfait. On en parlait hors micro du côté. Parfois, quand on est trop perfectionniste et qu'on veut trop bien faire, en fait, on se lance jamais. Mais c'est ça. Et notamment, le truc sur lequel je tiquais, c'était le business plan. Et je me disais, ah oui, il va falloir faire un dossier, tout ça, machin. Bon. Et en fait, avec un rendez-vous, justement, à la BGE, avec ma conseillère, en fait, ça a été une sorte d'uppercut parce que mon business plan, on l'a fait en 2-2, sur son ordinateur. Elle m'a montré, elle m'a dit, bon, alors, c'est quoi vos principales dépenses à venir, etc. Et finalement, ça s'est fait. Et en fait, ça a acté, en fait, le fait d'agir et de se mettre enfin dans le mouvement. Donc, ça a été un petit peu ma principale aide pour commencer. Et puis, je pourrais peut-être parler d'autres choses avant le mentorat. C'est la formation. La formation, elle est essentielle quand on se lance en tant qu'entrepreneur, de toujours continuer, enfin, même pas qu'en tant qu'entrepreneur, mais continuer à se former. Je me souviens qu'il y a un organisme qui s'appelle Live Mentor et qui propose pour notamment les entrepreneurs des formations réseaux sociaux, formations LinkedIn, mais qui est super intéressant. Et je me souviens qu'à Noël, ils faisaient une offre pour 750 €, toutes leurs formations à vie, 20 formations en ligne. Et autant dedans, il y avait gestion d'un site WordPress, il y avait l'aspect communication, prospection, etc. Et je me suis dit, tac, je prends quoi, banco. J'investis dans la connaissance. J'ai pu avoir comme ça des ressources qui m'ont servi d'être dans mes questionnements au fur et à mesure de mon avancée en tant qu'entrepreneur.
Et du mentorat aussi, tu disais alors ? Et donc le mentorat, ça c'est l'année dernière, j'avais besoin de confronter mes idées, mes réflexions, et j'avais l'impression d'avancer tout seul, parce que quand on partage aussi des fois un petit peu ses défis à son entourage, ils ont l'écoute, mais ils n'ont pas forcément les clés pour débloquer certains points sur lesquels on est en train de ramer et de s'exploser en fatigue. Il arrivait un moment où je me disais, il faut que je me fasse accompagner. Alors je savais pas par quel moyen, j'ai exploré plusieurs pistes, le coach business, le consultant, etc. Et finalement, j'ai découvert le mentorat. Je connaissais pas encore tout à fait ça. Donc, j'ai rejoint le mouvement MoveJ, permet aux jeunes de moins de 30 ans, mais ils ont d'autres programmes de coaching pour les personnes un peu plus âgées, mais qui permettent de se faire accompagner pendant 6 mois par un mentor, c'est-à-dire un entrepreneur expérimenté qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine et qui est dans un secteur différent d'une autre et qui va nous permettre de nous stimuler, débloquer peut-être certaines, voilà, exactement. Choses, partage d'expérience. Exactement. Aussi, hein. Et donc Patrick, mon mentor, avec qui je continue aujourd'hui d'échanger malgré la fin du parcours MoveJ, c'est beaucoup ressources pour moi et m'a beaucoup aidé. C'était du coup à quelle fréquence ? C'était de l'ordre d'au moins une fois par mois. Alors ça, c'est dans le cahier des charges, mais il y a une certaine liberté qui fait qu'on peut savoir au téléphone si besoin, s'il y a une petite question ou autre chose. Après, le mentorat, c'est vraiment dans les deux sens. Hein. Exactement. Le mentoré, bien sûr, bénéficie au premier titre des conseils et de l'expérience de son mentor, mais le mentor, lui aussi, pour lui, c'est extrêmement bénéfique parce que ça lui permet aussi de savoir ce qui se fait aujourd'hui, de se tenir au courant. Et de transmettre, d'inspirer. Et puis aussi de connaître les questionnements aussi d'autres personnes, tu vois. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Un double, ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette reconversion, finalement, sur toi ? De se faire confiance quand on est porté par des valeurs, une intuition et l'envie d'agir, de s'écouter. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a de toute façon tout le temps guidé mon parcours. C'est de rester accroché à mes valeurs, notamment ces valeurs d'éthique, d'éco-responsabilité, mais aussi ces valeurs de liberté. Cette valeur de la liberté, j'ai besoin de ça, je le sais aujourd'hui. Donc ça m'a permis de confirmer ça et de mieux comprendre un petit peu comment je fonctionne. Qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre ? Ça m'a apporté justement cette stimulation dont j'avais besoin depuis tant de temps à travers justement ces différents secteurs et casquettes que j'ai pu prendre par le passé, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Ça me fait un bien de fou, quoi, de pas être que dans l'opérationnel, et de pouvoir gérer une activité, gérer une entreprise comme une sorte d'écosystème, comme ouais, ça me fait kiffer. Et puis, j'imagine aussi que ça a nourri un peu ta soif de créativité. Exactement. Oui, parce que en fait, c'est plus uniquement dans la cuisine aujourd'hui que je peux être créatif. C'est aussi dans ma communication, et comme j'ai à cœur aussi de tout faire, sauf s'il y a vraiment besoin de déléguer, mais j'ai créé mon propre site web. Sur chaque petit truc comme ça, c'est la possibilité pour moi d'avoir ma touche, ma patte. Et c'est ça que je souhaitais aussi en créant mon activité, c'était d'exprimer mon identité, d'exprimer ma créativité, et je trouve que j'ai réussi aujourd'hui à travers le projet que j'ai créé, quoi. Donc je suis content. Ça s'entend et ça fait du bien d'entendre ça. Et quand tu disais s'écouter, moi j'ai l'impression que même quand tu disais que c'était le chaos, que tu savais pas où t'allais, t'avais quand même confiance dans le fait que ça allait venir et que t'allais trouver vers quoi aller. Enfin, je veux pas dire que c'est aussi simple que ça, parce que c'est aussi des gros moments de solitude, de crise existentielle aussi, de crise d'angoisse aussi, et même encore aujourd'hui, hein, parce que on va en causer, j'imagine, juste après, mais donc de ce moment de transition que je suis à nouveau en train de vivre, c'est aussi lourd. C'est pas si simple que ça, mais oui, effectivement, je pense que ces notions de curiosité, de rester accroché à mes valeurs, ça a toujours été un petit peu ma boussole et ce qui m'a aidé à m'en sortir et qui m'aide encore aujourd'hui à m'en sortir pour avancer sans s'enfoncer au fond du gouffre. Ouais. Mais c'est vrai que quand ça touche aux valeurs, on voit toujours les reconversions, c'est dans le parcours professionnel, mais le
le perso s'imbrique tellement, et puis quand ça touche aux valeurs, ça remue intérieurement, et ça a aussi des impacts aussi dans sa vie, dans sa vie perso. Donc tu parles de crise existentielle, etc. Bah ouais, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je peux être alignée avec moi-même. Ok, j'ai besoin de payer mon loyer et mes factures, mais comment je peux faire ça différemment pour que ça me ressent et que ça soit pas une souffrance, quoi, parce que on sait pas forcément toujours poser la question de ce qu'on voulait vraiment faire, et puis on change aussi, donc. Oui, et puis il y a ça, enfin ce dont tu parles aussi, enfin cette notion de pilier aussi, d'équilibre de vie pro, de vie perso, et c'est notamment quelque chose que j'aimais bien du programme Chance, mais qu'on trouve aussi dans le concept de la roue de la vie, qui consiste un peu à évaluer les différents domaines qui constituent notre vie, à savoir nos relations sociales, notre sécurité financière, notre justement job, notre mission, etc., notre place, un petit peu ce qui nous donne du sens. Ouais, c'est important de pouvoir se questionner là-dessus. Et à tout âge. Et en tout cas, quand ça vient, traiter en fait la question, je pense. Ouais. Que sinon ça revient. Je pense que ça revient, et ça revient plus fort. Et après ça s'impose, et les réflexions. Ça peut être encore plus douloureux. Ouais, encore plus tonique. Ouais. S'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est pendant justement tous ces questionnements et cette reconversion, est-ce que tu as été soutenue par ton entourage ? Dans l'ensemble, oui. Mon entourage ami, ma copine, qui me supporte au quotidien et qui m'a... Dans le sens anglais du terme. Donc on lui fait un petit coucou, une petite dédicace. Ah oui. Ah mais oui, mais vraiment. Donc ça, c'est vrai que sur ce point-là, je dois dire que c'est plutôt chouette. Ouais. Pouvoir avancer et pas d'être dans des questionnements de oui, est-ce que ça convient à mon entourage, etc. Ou d'un moment aussi, parfois de se dire, j'arrête certaines relations parce que finalement, par rapport à mon cheminement, je sens que c'est un peu toxique. Donc voilà, on avance, il faut prendre soin de soi, et tous les envies sont bons à prendre, mais certains des fois font un peu plus mal que d'autres, ce sont pas forcément très bienveillants, donc on avance. C'est ce qu'on dit souvent aussi dans les bilans de compétences, que les changements ça remue, et donc de choisir des sponsors, ou en tout cas trouver dans son entourage des personnes à qui on peut ressources avec qui on peut échanger positivement, j'insiste sur le positivement sur le projet, et peut-être parfois tenir à distance certaines personnes qui vous feront douter. Alors non pas que le doute soit pas nécessaire dans ce type de questionnement, il y en a déjà naturellement qui arrivent suffisamment, mais en tout cas des personnes qui soient positives et qui vous soutiennent en tout cas dans cette démarche de réflexion et qui vous encouragent. Alors maintenant, aujourd'hui, comment tu te vois évoluer ? Est-ce que tu te dis que tu vas rester encore dans ton activité, dans ton rôle d'entrepreneur, dans cette situation-là ? C'est quoi les projets ? Disons que je me trouve un petit peu à un moment charnière, à un moment de bascule. Donc ça fait 2 ans que j'ai créé Sourced. Je souhaite arrêter donc l'activité, et je suis en ce moment en train de chercher un repreneur. Donc ça avance d'ailleurs plutôt bien ce projet-là. Et en fait, peut-être expliquer pourquoi Oui. Alors j'ai bien compris que tu avais des cycles de 2 ans, et qu'au bout de 2 ans, il fallait remettre des pièces dans la machine. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais me fatiguer, et il est temps de m'ancrer. Mais je sens justement là que ça y est, ça commence à se clarifier un petit peu dans mon esprit. Ça fait 2 ans que je suis dans la formation, dans l'événementiel aussi, parce qu'animer des team building, c'est de l'ordre de l'événementiel, dans l'animation pour les particuliers, à travers des stages, des ateliers, etc. Bon, c'est quelque chose qui me stimule beaucoup, d'être en face à face avec les gens. C'est juste un grand kiff pour moi de cultiver les sourires, de cultiver les yeux qui pétillent chez les gens qui viennent chercher des clés pour une meilleure alimentation, chercher des astuces pour diversifier un peu les repas au quotidien. C'est super nourrissant pour moi. Toujours de l'ordre de la bouffe, nourrissant. mais par contre, je m'y retrouve pas aujourd'hui dans le fait que tout ça demande quand même beaucoup de temps de préparation et de logistique. Préparer un atelier, une formation, c'est beaucoup de temps de travail au préalable. Si on prend un peu la chaîne d'une prestation, de l'analyse de besoins, de la prospection, si c'est pas le client qui est venu vous chercher, de la conception un peu sur mesure, de toute l'étape de logistique aussi, rien que même pour animer un atelier, de préparer des caisses. À chaque fois, c'est une sorte de Tetris pour mettre mon matériel, parce qu'en fait, je suis en nomade aujourd'hui. Et c'est ça, c'est toujours toi qui te déplaces encore aujourd'hui.
En fait, c'était une nécessité pour moi que de trouver des lieux partenaires dans lesquels je puisse animer ces ateliers, justement pour ne pas avoir de local, tout simplement parce que j'avais pas envie d'investir dans un lieu au départ. Et donc j'ai trouvé ces lieux partenaires. Malgré tout, il faut que je déplace du matériel, beaucoup de matériel, parce que justement j'ai à cœur d'amener du matériel qui prend soin des gens aussi, du matériel éco-responsable et qui valorise aussi l'artisanat. C'est du temps de course, etc. Bref, c'est beaucoup de temps de conception que je me sens plus trop raccord avec ça et j'ai besoin donc aujourd'hui de me réancrer dans le quotidien de l'artisanat, un petit peu comme lorsque j'étais dans la restauration où au quotidien j'étais réellement dans le concret à produire. J'ai besoin de retrouver ça au quotidien. Et puis je suis un petit peu, je pense aussi fatigué après ces 2 années qui ont été quand même très riches. Hein. J'ai lancé beaucoup de projets, 9 offres de services. Enfin voilà, oui, t'es quand même un peu un bon travail, c'est toujours... Ouais. Tu fais les choses de manière toujours hyper intense. Ouais, de manière intense, même si c'était toujours important pour moi quand même de garder une sorte d'équilibre personnel et j'étais très à l'écoute de mes émotions sur ces 2 années d'entrepreneuriat pour me dire les moments où ça passe, où là au niveau émotionnel c'est trop lourd, je ralentis un petit peu et c'est ça aussi ce qui est chouette dans l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir aussi designer sa vie en fonction de son état, sa singularité, même si au bout d'un moment il faut quand même ramener de la thune pour pouvoir vivre de tout ça et mais de pouvoir un peu designer. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Ça se rapporte un petit peu à la liberté, etc. Mais pouvoir designer, d'avoir de la créativité aussi sur comment on gère sa vie à travers l'entrepreneuriat. Et donc voilà, un peu fatigué de tout ça. Je suis un peu dans une sorte de brouillard en ce moment. Même si, j'ai posé les bases du prochain projet. Il n'y a rien qui est défini, mais je sais que je souhaite continuer à entreprendre. Et je sais que ça se fera dans l'artisanat. Mais alors, avec un lien avec la cuisine ? Pas forcément. Pas forcément. Tu t'autorises je m'autorise à ouvrir d'autres possibilités. À plusieurs moments ces derniers mois, je me suis pris une feuille et noté un peu les idées de métier que j'avais envie d'expérimenter si je faisais un total virage à 180 degrés. Dedans, on revient charpentier, menuisier, céramiste, web designer aussi, infographiste. Ouais, des choses assez différentes, mais toi avec le côté créatif et exactement. Un peu concret aussi. Et dans le faire. Malgré tout, même si rien n'est encore posé, j'ai quand même une piste parce que c'est travailler en tant que boulanger, être boulanger et donc ouvrir un fournil au levain, un fournil bio au levain et pourquoi pas au four à bois. Mais malgré le fait que ce soit pas encore tout à fait bien dessiné mon plan de carrière à suivre, j'ai une sorte de boussole aujourd'hui qui est mon ikigai que j'ai réussi à définir. Peut-être pour préciser un petit peu ce qu'est l'ikigai, c'est un concept japonais qui signifie un petit peu le sens de la vie. Qui nous aide un petit peu à traverser justement notre vie avec sens et avec qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et quel sens ça a. Et en fait concrètement ça consiste à repérer ce dans quoi on est doué, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi je peux être rémunéré et ce que j'aime et à faire un petit peu le croisement de tout ça et à définir un petit peu ça peut être une phrase un petit peu qui serve de boussole mais ça peut être aussi des mots-clés. Je peux peut-être partager le mien un petit peu parce que j'ai travaillé un petit peu sur le fait de définir cette phrase mais c'était important pour moi pour qu'elle me guide vraiment pour que je me sente aligné. Mon ikigai, c'est explorer et pratiquer les activités qui nourrissent ma connexion au corps et à l'esprit et prendre soin du vivant à travers l'artisanat et la transmission. Mais ce que j'avais demandé, il y a toujours cette notion de transmission. Pour le coup, ça aussi, comme l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu gardes dans ton futur projet. C'est totalement ça. Je sais que c'est l'un de mes principaux moteurs. Aujourd'hui, j'y prends beaucoup de plaisir et je sais qu'il faudra que je garde cette patte-là à venir parce que j'ai un tel plaisir à être avec les gens. Et... Oui, et puis c'est ça. Alors, parce que vous le voyez pas, mais je pense que ça s'entend dans la voix de Nathan. Il a le sourire tout le temps et du coup, il transmet forcément. Nous, en face, on a les yeux qui pétillent et on a le sourire, forcément. Parce que c'est communicatif. J'espère que tu nous feras un petit update quand tu auras lancé ton futur projet pour nous dire ce que tu as choisi finalement. Disons que là...
Donc je suis dans ce processus de revente de l'activité. Aujourd'hui, avec ma compagne Emma, on est en train de se projeter sur un déménagement l'année prochaine dans les Hautes-Alpes. Donc on passe du Finistère de la Bretagne, des Embruns à l'ère montagnard. Et là, c'est l'envie aussi, mais c'est très important par rapport au côté professionnel, c'est que sur mes précédents choix professionnels, ça a été beaucoup guidé par la carrière, par le fait de gagner en responsabilité, etc., etc. Et donc de choisir aussi les lieux de travail en fait en fonction des opportunités plus qu'en fonction est-ce que je me sentirais bien dans cet environnement, du cadre de voilà. vie, Et aujourd'hui en fait j'ai besoin et je l'ai compris d'être bien dans mon environnement, et j'ai besoin, alors la Bretagne c'est très très beau mais j'ai besoin d'un peu plus d'espace, de hauteur, de pouvoir justement ces fameux bivouacs qui me ressourcent, de pouvoir aller les faire avec un peu plus d'isolement, etc. Là où la Bretagne parfois c'est un peu compliqué, même sur la côte à trouver l'isolement. Donc voilà, en fait ce projet aussi professionnel, il va s'articuler à partir de la base personnelle. Je sais qu'il faut rééquilibrer l'environnement pour pouvoir me sentir aligné et progresser dans ma réflexion du prochain projet pro. Voilà. Si c'était à refaire, Nathan, est-ce que tu referais ? Carrément. Ouais, mais carrément, avec grande conviction, et notamment ce passage à l'entrepreneuriat, ça a été un déclic pour moi. Je sais que ça continuera dans cette voie-là, dans cet axe-là. C'est sûr et certain. Ouais. Enfin, en tout cas, à ce stade de vie, parce qu'on peut jamais projeter à travers les aléas de la vie. Mais aujourd'hui, je me sens carrément ancré là-dedans, quoi. Je sais pas ce que je vais faire, mais tu vas le faire. Mais je vais le faire. Et pour finir, si tu avais un conseil ou une ressource à partager, ce serait quoi ? Il y a un truc, moi, qui me touche énormément. C'est 2 émissions qui me tiennent beaucoup à cœur et qui m'inspirent, en fait. C'est l'émission Nu et culotté, où on a Nancy Mouts qui vont à la rencontre de personnes comme ça, et qui partent sans argent, tout nus, et puis qui vont faire des rencontres et récolter des récits de vie qui sont assez poignants et touchants, qui permettent de faire ressortir aussi un petit peu comment les gens ont navigué dans leur vie, quels ont été leurs choix, même aussi au niveau professionnel, etc. Et moi ça m'inspire beaucoup là-dessus. Et il y a une autre émission que j'ai découverte il y a quelques mois de ça. C'est une émission suisse qui passe sur la chaîne RTS, où ils ont une chaîne YouTube aussi. C'est l'émission Paju ou Passe-moi les jumelles. C'est des sortes de mini-reportages, alors qui peuvent durer autant 15 minutes à 1h30, et qui vont à la rencontre de gens, en fait, qui font quelque chose avec leur trip, en fait, que ce soit justement le forgeron, que ce soit l'écrivaine de contes. Et moi, ce qui m'inspire là-dedans, c'est de pouvoir voir un petit peu, des fois justement les écarts de vie qu'ont pu faire certaines personnes. Des fois aussi, comment on fait les personnes pour trouver le sens et être alignées aujourd'hui après X années. Tout ça, c'est beaucoup de ressources pour moi dans mon questionnement et dans ma réflexion future, et ça me nourrit beaucoup. Ces émissions, Passe-moi les jumelles et Nu et culotté. Ouais. Merci beaucoup, Nathan. Merci, Nathan. Merci d'avoir partagé ton histoire, merci pour ton sourire, et merci pour ces good vibes. Ça fait du bien d'entendre tous ces parcours et de se dire que tu sais pas ce que tu feras demain, mais tu vas le faire. C'est jamais bien. Merci à vous pour l'invitation. C'est super sympa d'avoir pu discuter comme ça, et je le disais aussi, c'était autant dans un but peut-être pouvoir inspirer à travers le parcours, mais aussi un peu thérapeutique, de peut-être déceler quelques clés pour moi aussi. Donc vous m'apportez aussi beaucoup de bien aujourd'hui à travers cette discussion, donc merci à vous. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser une note positive et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion, écrivez-nous. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.